Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler e-sport, on va parler de l'événement qui a lieu ce week-end en e-sport et en sport automobile parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était présent sur ces virtuels 24 heures du Mans, les 24 heures du Mans virtuels. Et ça a été une course très intéressante. On va donc faire le débrief de cette course, comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, qui a fait un magnifique score, plus de 600 vues. J'ai vu ça. On va parler donc de la course, on va voir les tops et flops de la course, et puis on va parler également de l'organisation, mon avis sur l'organisation de la course, et puis je donnerai donc les choses qui n'ont pas été au tout début, et puis à la fin je donnerai mon avis, et je donnerai mon avis surtout sur est-ce que le Sim Racing avec cette course a passé un cap avec ces virtuels 24 heures du Mans. On va commencer par ce qui n'a pas vraiment marché pendant la course. Alors, ce qui n'a pas vraiment marché ou ce qui a marché, enfin mon avis sur comment s'est déroulée cette course. J'ai trouvé que si on prend la course en elle-même, il y a eu une magnifique bagarre. En même temps, je m'y attendais parce qu'on avait des LMP2. On sait que chaque année au Mans, dans la réalité, c'est du côté des LMP2 qui a la plus grande bagarre. C'est pas vraiment du côté des LMP1. En LMP1, on sait déjà qui va gagner avec Toyota, mais les LMP2, c'est toujours très serré. Donc là, il n'y avait pas vraiment de surprise. En GT également, c'est plutôt très serré, pardon. Donc, plutôt une belle bagarre, hein. On a eu des beaux dépassements. C'est vrai que l'avantage de l'e-sport, c'est que ça permet de prendre plus de risques parce que vous n'avez pas peur de vous blesser, contrairement dans la réalité. Et puis surtout que là, les dégâts étaient pas... Enfin, vous pouviez quand même rentrer au stand avec des dégâts. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de prise de risque, mais c'est pas pour ça qu'on a eu une course en mode bourrin, comme on avait pu voir à Monaco, par exemple, avec les F1 e-Series. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les Virtual Grand Prix, où ça avait été un petit peu la galère. Par exemple, Monaco, mais d'autres courses avaient été catastrophiques. Et pareil en Formula E, où tous les e-prix virtuels ne s'étaient pas très bien déroulés. Donc là, j'ai trouvé déjà qu'on a eu un beau fair play au niveau des équipes, une belle bagarre. Après, il y a eu beaucoup trop de soucis techniques sur cette course, je trouve encore. Alors certains diront « Ah oui, il n'y a eu que 2 crashs de serveurs », mais c'est sans oublier qu'il y a eu certes 2 gros crashs de serveurs, donc un vers 20h et un à 11h, mais ou 10h ou 11h, je ne sais plus. Mais il y a eu également, donc ça c'était des crashs de serveurs de la direction de course qui ne voyaient plus du tout la course, donc qui ne pouvaient plus prendre de décision. On a eu quand même beaucoup de pilotes qui ont eu des problèmes techniques. Charles Leclerc, sur sa voiture, a eu des problèmes techniques. Max Verstappen, il a dû abandonner. Alonso, c'est pas un problème de serveur, c'est un autre problème technique, mais problème avec le jeu quand même. 3 abandons, dont une Toyota. Mais il y a eu d'autres abandons. Et puis, même sur le studio Gabriel, on a eu la voiture Alpine qui a eu des problèmes techniques, alors que c'était là où se trouvait l'organisation de la course, au studio Gabriel. Donc je trouve ça assez triste quand même qu'on ait eu autant de problèmes techniques, alors que quand on nous a présenté la course sur le site même du Virtual 24 heures du Mans, on nous dit on prend la plateforme rFactor 2, parce que c'est une plateforme qui est fiable, parce qu'on n'a pris que 50 voitures, ce qui nous fera 200 pilotes, parce qu'on arrivera également de cette manière à fiabiliser les choses, à ne pas avoir trop de monde sur le serveur pour avoir une stabilité de serveur. Et au final, on n'a pas eu de stabilité de serveur. Donc malgré le fait qu'il n'y avait que 50 voitures, malgré le fait qu'on était sur des serveurs privés, malgré le fait qu'il y avait des moyens derrière, parce que c'était Motorsport Games qui dirigeait tout ça, avec la CO, il y a eu trop de problèmes techniques. Et ça a relancé la course, mais de manière un petit peu artificielle. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la voiture numéro 1, elle a réussi à récupérer 2 minutes 30 de retard grâce au premier drapeau rouge. Par rapport à la Baikonur, donc ça a un peu neutralisé certains écarts, et c'est surtout que ça nuit, je trouve, un moment à la course, ces problèmes-là. Parce que quand on a eu le premier drapeau rouge, on s'est dit « Ok, maintenant ça va se passer comment ?»
Et puis, bon, il y a toujours le fait que, en plus, on a remis Alonso après cette première neutralisation. Donc certains disaient qu'on n'avait pas eu de crash de serveur, mais c'était juste pour remettre Alonso en course. Bon, ça a provoqué plein de soucis. Donc les déconnexions, ça, c'est, je trouve, un véritable problème parce que c'est hyper frustrant pour un pilote. C'est pas à cause d'un problème mécanique, mais c'est un problème de connexion pas assez importante. Et en plus, des fois, c'était pas un problème de... Par exemple, vous étiez dans un coin reculé où vous n'aviez pas de fibre. Non, c'était juste un problème que le jeu arrivait plus à gérer au niveau du serveur. Il y a beaucoup de pilotes qui avaient des très bonnes connexions et qui, à des moments, se retrouvaient en défaut. Et ce qui fait qu'on a un classement, certes, mais il y a certains pilotes à qui on a rajouté des tours. Il y a des pilotes qui ont eu des tours qui n'étaient pas comptabilisés. Il y a eu beaucoup trop de problèmes techniques. Il y a des pilotes qui ne pouvaient plus rouler aussi. Par exemple, chez Alpine, Negrao ne pouvait plus rouler à partir de 8h, 9h du matin. Donc, il ne pouvait plus prendre de relais parce qu'il n'arrivait plus à se connecter au jeu. Il n'y avait plus assez de connexion Internet. On a vu avec d'autres mondes. Donc, c'est un petit peu compliqué, je trouve, dans ce domaine-là. Et c'est un petit peu dommage. Il y a des mecs comme Jean-Éric Verne qui disent c'est pas grave qu'il n'y ait eu que 2 crashs de serveurs. Moi, je trouve que si, on n'aurait pas dû en avoir. Et donc, ça reste encore un problème. Dans la réalité, vous n'avez pas un moment un drapeau rouge parce que la direction de course ne peut plus suivre la course parce que les caméras sont éteintes dans la réalité. Eh bien, c'est pas normal qu'en virtuel, on ait ce type de problème. Donc, il faut être beaucoup plus sévère avec les problèmes techniques parce que Verstappen, ça lui a pourri sa course quand même. Et Leclerc, également. En partie, on reviendra sur Charles Leclerc dans la deuxième partie de cette vidéo. Ce que j'ai pas trop aimé au niveau du règlement, donc déjà il y a les pénalités. J'ai trouvé qu'à certains moments les pénalités étaient vraiment gentilles. Par exemple avec Catherine Legge, quand Catherine Legge repart dans le trafic, elle s'est pris un stop and go d'1 seconde. Elle a quand même pourri la course de la 80 à ce moment-là, donc moi j'aurais voulu qu'il jouait le podium dans sa catégorie, qui a fini sur le podium de sa catégorie, mais j'aurais voulu des pénalités de stop and go un peu plus importantes. 1 seconde, c'était vraiment rien. Il aurait fallu mettre 15 secondes à Catherine Legge. C'était une grosse erreur à ce moment-là de la course de repartir comme ça dans le trafic. Je considère que c'est pas par de dame, même si certains disaient c'est son matériel qui fait que je pense qu'elle voyait quand même qu'il y avait du monde et qu'elle a voulu repartir très très vite et qu'elle nous a fait un petit peu une Romain Grosjean. Pour ceux qui s'en rappellent, du côté de Barcelone, où il avait voulu repartir dans la fumée et il avait frappé la voiture de Pierre Gasly à l'époque, notamment, et de Hülkenberg, je crois me rappeler. Donc il y a ces pénalités, il y a la pénalité d'Alonso également, qui va coûter son début de course. Voilà, très clairement, du côté de Alonso, c'est un problème avec le jeu. Et je l'avais vu parce qu'au niveau du règlement, ça avait été indiqué que c'était les pénalités qui seraient prioritaires sur les arrêts au stand. Et je m'étais dit, après avoir fait ma vidéo, parce que des fois j'ai des idées supplémentaires qui viennent pendant que c'est en code ou pendant que ça upload, mais c'est trop tard à ce moment-là. Ça, j'ai tellement de temps d'upload pour une vidéo que c'est trop tard à partir de ce moment-là. Une fois que la vidéo est encodée, grosso modo, je ne touche plus du tout à la vidéo. C'est pour ça que c'est des one-shot, hein, mes vidéos, c'est-à-dire que j'enregistre une fois, il y a 1 ou 2 points de coupe, mais c'est pas vraiment des véritables points de coupe, c'est juste que ma caméra se bloque au bout de 18 minutes, donc je suis obligé de couper une fois, ou c'est quand j'éternue ou ce genre de choses, mais je ne coupe pas mes propos. Là, dans ce genre de cas, la pénalité d'Alonso, j'avais bien senti que donner la priorité aux pénalités par rapport à l'essence. Si vous vous retrouviez dans votre arrêt au stand pour l'essence et que c'était la pénalité qui s'enclenchait, vous ne pouviez pas revenir parce que le circuit du Mans, c'est 13 km. Donc si vous êtes sur la réserve, vous êtes vraiment sur la réserve. Donc ça, j'ai trouvé ça dommageable parce que ça pourrait la course d'Alonso. Alors que dans Air Factor, le 2, je ne sais pas, je ne le possède pas. Mais il semblerait qu'au niveau de l'interface pour les arrêts au stand, ça ressemble au Air Factor 1. Ça a l'air d'être le même déroulé d'écran. Sur Air Factor 1, tu peux choisir de base si tu veux faire la pénalité ou si tu veux t'arrêter au stand. En sachant que la pénalité, il faut la faire dans les 3 tours. Sinon, vous aviez un drapeau noir. Les mecs faisaient la pénalité juste derrière. Donc, j'ai pas compris ce point-là de règlement et donc c'est à revoir. Ce qui est à revoir également, c'est la qualification. Les qualifications, on n'avait que des simracers. Alors ça, c'est dommage. Des qualifications qui duraient que 20 minutes. Bon, on aurait pu faire 20 minutes
un sim racer et 20 minutes un pilote réel de la voiture, ce qui aurait permis de faire une combinaison de temps et qu'on ait une grille de départ qui soit un peu plus ressemblante à ce qu'on allait avoir en course derrière. Parce que à part la Bike OS, les voitures qui étaient dans les premières positions n'ont pas fait véritablement une grande course en qualification. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage parce que on a eu que des sim racers vendredi. Moi, j'ai regardé les qualifications vendredi, je suis tombé que sur des sim racers. Je suis pas un spécialiste de sim racing. Il y avait la moitié des mecs, je savais pas qui c'était. Et ça, pour attirer le grand public, c'est dommage. Alors que si en qualification, on avait eu, certes, Simon Sitch, mais juste derrière, on avait Dillman, Auvergne, ou Gasly qui faisaient également leur séance de qualification, bah ça aurait été intéressant et ça nous aurait permis de dire ah bah voilà, on a certes un sim racer, mais on sait que cette voiture-là, il y a aussi ce mec-là, donc ça nous aurait permis de nous intéresser un peu plus vite à la course. Très clairement, à part Stoffel Van Dorn et Simon Pagenaud, c'était les seuls, et Simon Pagenaud parce que sur la Penske il n'y avait pas de sim racer, sinon même dans les voitures où c'était 3 pilotes réels et un sim racer, on a utilisé le sim racer. À part Stoffel Van Dorn, qui a fait une sacrée performance, mais je reviendrai là-dessus, sinon ça a été un peu compliqué de ce côté-là. Et puis, un des légers soucis avec les dégâts, c'est-à-dire qu'on avait du mal à voir si la voiture était cassée ou pas. Les dégâts n'étaient pas représentatifs visuellement, à part quand il perdait un aileron ou une roue. Mais sinon, on ne voyait pas les dégâts. Et puis, le safety car qui n'avait aucun intérêt. Le fait d'avoir un safety car avec des pilotes réels, on ne l'a pas utilisé de la course, vu qu'on avait les carrosseries qui restaient malgré les chocs. Il n'y avait pas un bout de pare-choc qui partait. Donc ça, c'était dommage. Je trouvais que le safety car n'avait vraiment pas d'intérêt. Et puis les pneus également qui avaient l'air d'être très 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 résistants, bien plus qu'en 24 heures du Mans. Donc c'était dommage. Du côté des commentaires, parce que moi j'ai regardé sur 3 plateformes différentes cette course. Je l'ai regardé sur YouTube, donc avec les commentaires en français, sauf les qualifications que j'ai regardées en commentaire anglais, parce qu'elles n'existaient pas en français. Ça aussi, c'est dommage que les qualifications n'étaient pas diffusées sur la chaîne YouTube du WEC. Ça a été un enfer pour trouver les qualifications, je peux vous dire. J'ai dû aller sur une réponse d'un article, et avec le mec qui avait mis un lien pour avoir les qualifications, mais j'ai eu les qualifications à 19h30, et pas à 18h, à l'heure en direct, parce que j'ai pas réussi à le trouver. Du côté des commentaires, j'ai regardé donc sur Ovio, donc la RTBF. J'ai trouvé que c'était très bien fait du côté de la RTBF. Déjà, la plateforme tient la route du côté de la RTBF. Donc, moi qui n'ai pas une grande connexion internet, j'ai pu le regarder sans problème. Ça, à part un moment où ça m'a coupé, mais je pense que c'était un petit problème technique, mais vraiment léger. Ça a été assez rapide. En début de soirée du samedi, vers 21h30, ça m'a coupé. Donc après, je suis retourné sur le lien YouTube classique. Mais j'ai trouvé qu'au vieux, ils avaient fait un bon choix, c'est-à-dire qu'il y avait 3 commentateurs. Donc il y avait un mec qui était là surtout pour dire les chronos et qui était intéressant, mais qui était là surtout pour faire la passerelle entre les deux. Et puis vous aviez Maxou le pilote, pour ceux qui connaissent sa chaîne YouTube, mais qui est très très bon, je trouve, pour expliquer le sim racing au commun des mortels, au grand public. Il a été très très bon, il nous a expliqué ce mec-là, il est tel champion, c'est un vrai spécialiste de sim racing, il le fait depuis des années, le sim racing, il le suit depuis des années. Vous savez, pour des mecs comme moi qui suivent, mais depuis quelques temps, on ne connaît pas tout le monde, très clairement. Et puis, j'ai pas le temps de suivre tout le temps le sim racing parce que je regarde également les courses dans la réalité et le cyclisme et l'athlétisme. Et donc, c'est pas toujours facile de suivre tous ces sports plus le sim racing en plus. Et puis, il y avait le mec qui commente le GT4 et les GT pour SRO, qui je trouve est très très bon aussi. Et c'est vrai que les 3 ça marchait bien parce qu'il y avait le mec qui s'y connaît en course automobile et qui s'y connaît très très bien en course automobile, le mec de SRO. Vous aviez donc et puis il se faisait des blagues, enfin c'était très vivant du côté d'Ovio et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Sur YouTube, donc vous aviez Marc Minari, Paul Belmondo, il y avait un mec d'Eurosport, je sais plus c'est quoi son nom, je m'excuse pour le mec d'Eurosport, et Yannick Dalmas, voilà. Ça faisait un peu penser à vieux papy qui commente la course et qui comprend pas tout. On sent que ils avaient pas vraiment recherché énormément qui étaient les sim racers, et puis ils aimaient bien se foutre un petit peu de la gueule des sim racers, du mec qui avait 16 ans ou du mec qui avait un physique de crevette. Bon, à certains moments c'était quand même très lourd. Après, je trouve qu'ils ont quand même vendu la course, qu'ils nous ont mis quand même dans la course.
Je trouve qu'il voilà, quand il y avait des bagarres, il s'investissait quand même beaucoup, mais c'est vrai que le côté de se foutre un peu de la gueule de certains simracers, c'était un peu moyen. Sinon, puis ils avaient des invités aussi qui passaient en français avant de passer. Par exemple, Pescarolo, ils l'ont eu avant de l'avoir à l'interview anglaise. Et puis, on va passer au meilleur d'entre eux, France Télé. Catastrophique déjà parce que France Télé, la plateforme, quand tu compares à Ovio de la RTBF, alors certes, la RTBF, il y a plus de redevances TV, mais quand même, la plateforme de France TV, ça a toujours été une catastrophe. Si vous n'avez pas la fibre, ce qui est mon cas, je n'ai pas du tout la fibre, j'ai une connexion à 2 mégabits, voilà, même pas 2 mégabits en descendant, je ne voyais vraiment rien. C'est-à-dire que ça coupait très régulièrement, c'était pas du tout stable. Et donc je me suis quand même forcé à rester pour voir ce que ça donnait. J'y suis allé plusieurs fois, c'est-à-dire que j'y suis allé, alors pas au départ, j'y suis allé vers 17h30. Non, pas 17h30, pardon. J'y suis allé à 20h30, oui. J'y suis allé après, le samedi, j'y suis allé une fois, mais un court instant, parce que comme ça buguait, ça m'énervait. Je sais plus à quelle heure. Il y avait les commentaires quand j'y suis allé. Il y a un moment où c'était les commentaires en anglais, mais c'était genre à 21h, à 22h. Enfin, ça m'a énervé. Il y a un moment où c'était Christian Choupin seul, ça m'a énervé parce qu'il ne vendait pas du tout la course. Il y a un moment, ça m'a énervé. Et puis pendant toute la course, en fait, ils m'ont énervé parce qu'ils me vendaient pas la course. Alors Christian Choupin, à 20h, je sais plus, j'ai dû regarder à 20h45, c'était une catastrophe. Le mec disait, et voilà, la voiture a fait 3,25,18. Et puis il y avait des grands moments de pause. Voilà, on voit Simon Pagenaud. Il est en train de rouler dans la voiture numéro 6. C'était vraiment comme ça, mais je vous jure, mais c'était à claquer. Mais vraiment, ça m'a énervé. Et puis, alors, Gaël Robic, bon, il nous fait toujours ses pérégrinations, mais ça reste Gaël Robic. Et c'est tellement mauvais des trois. Despiello, il était endormi, le mec. Je l'ai entendu 3 fois. J'ai écouté au total, j'ai dû écouter 45 minutes sur cette plateforme France Télé. J'ai dû l'entendre 2 fois. Mais vraiment, je vous mens vraiment pas. C'est que je ne l'ai pas entendu. Et puis, contrairement à Maxou Pilote sur Ovio, il m'a donné aucune info sur les simracers. Donc c'était, je trouve, alors que c'était son job, c'était ce qu'on attendait de lui. Et il n'a pas donné ce travail-là, il n'a pas fait ce travail-là. Donc je trouve ça vraiment dommageable de sa part. Et puis du côté des commentaires, pour finir avec cette portion commentaires, du côté de la réalisation, j'ai trouvé pas mal. Ça manquait parfois un peu de caméra embarquée. Il y avait également à certains moments trop d'interviews. J'ai trouvé que par exemple pendant ce direct, l'interview sur la Audi, sur le clan Audi par exemple, a duré une plombe. Il était 20h, ça venait de reprendre la course, ça a duré au moins 10 minutes avec Dr. Ulrich, avec Tom Christensen et Alan McNish. Et ça a duré une plombe. Alors c'était bien au début, mais une interview qui dure plus de 10 minutes pendant qu'il y a la course, toi tu voulais suivre également la course, et les mecs étaient obligés de traduire, les mecs de YouTube, ils étaient obligés de traduire. Là j'étais sur Ovio à ce moment-là. Mais c'était long, c'était très très long, parce que Christensen il est revenu 2 fois, donc à un moment avec Dindo Capello également, c'était long. Et puis même avec Pescarolo, alors avec Pescarolo il y a eu un grand moment. Avec Henri Pescarolo, tu sens qu'Henri Pescarolo, la simulation automobile, c'est comment dire, pas encore quelque chose qu'il a assimilé. Alors, bon voilà, c'est vrai que, bon, il nous le disait, c'est pas la réalité, mais c'est du sim racing. Si on disait que c'était la réalité, ça remplacerait les courses traditionnelles. Le sim racing n'a pas pour vocation de remplacer les courses traditionnelles. Mais c'est vrai que non, l'interview de Pescarolo était très très drôle, je trouve. Ça reste après Henri Pescarolo, grand monsieur. Mais tu sens que le sim racing, c'est le seul qui a pas vraiment aimé le sim racing, parce que même Jackie X, tout ça, j'ai regardé pendant très longtemps la course. Faut savoir que j'ai regardé un peu comme des 24 heures du Mans traditionnels, donc pour moi c'est j'ai regardé 10 heures, une bonne dizaine d'heures la course. Parce que j'ai regardé quasiment j'ai regardé, alors j'ai fait une petite pause d'1 heure le samedi, mais j'ai regardé de 15h à 23h. Et puis le lendemain, j'ai repris vers 9h30. Et puis j'ai fait une petite pause pour manger, bien entendu. Et puis je faisais d'autres choses à côté. J'étais pas totalement attentif, toujours à 100% sur la course. Mais j'ai dû m'arrêter 30 minutes. Entre 9h30 et 15h, j'ai dû faire une pause de 30 minutes. Donc vraiment, et puis les deux dernières heures et demie, je les ai regardées vraiment attentivement. Même s'il se passait plus grand chose en piste à ce moment-là, à part le grand Charles Leclerc. Bon, je crois qu'on a tout dit du côté de comment j'avais trouvé la course. Donc voilà, on en est déjà à 20 minutes de vidéo.
comme toujours, je suis un peu long. On va parler maintenant des top et flop. On va commencer par les protos, on va aller assez vite pour pas que la vidéo dure plus de 30 minutes. Du côté des tops, moi j'ai mis Van Dorn parce qu'il a réussi à se qualifier 6ème à moins de, je sais plus, c'était très peu de dixièmes l'écart. Van Dorn, il était, donc voilà, il s'est qualifié en 3.23.9, 3.23.9, c'est-à-dire à 5 dixièmes du pilote de Tept. Donc voilà, c'était vraiment un très gros chrono de sa part, en sachant qu'ils étaient que deux avec Simon Pagenaud à faire les qualifs dans cette catégorie-là. Non, vraiment, Stoffel Van Dorn très fort. Et puis en course, la 16, donc sa voiture, a été pendant très longtemps dans les premières positions, avant des problèmes techniques, avant une pénalité, et puis des petits soucis techniques dans la nuit. Mais ils ont été, je trouve, avec Norman Nato, ils se sont vraiment investis dans le truc. Ils étaient ensemble avec le même simulateur. Et puis, oui, ils ont vraiment tenté de prendre l'expérience des simracers, de apporter également leur expérience de la course aux simracers. Et je trouve que c'est un équipage sur cette voiture-là qui a vraiment bien fonctionné. Après, dommage, les problèmes pendant la nuit, qui fait qu'ils ont reculé au 13e rang. Mais j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient fait une bonne course jusqu'à 23h. Ils étaient vraiment bien. Hein. Et non, ils étaient vraiment rapides. Et puis ils commençaient à prendre de l'avance à ce moment-là. Et puis après, c'était un petit peu compliqué. Mais ils avaient tous une stratégie, un plan. Et j'ai trouvé qu'ils s'étaient vraiment investis dans cette course. Bien entendu, la voiture qui a remporté la course, celle de Louis Delétraz, Marcello, Vigneschi et Brzezinski, la numéro 1 de chez Rebellion. Bon choix de Rebellion de s'allier à Williams parce que une deuxième voiture sur le podium, la troisième voiture est 6ème, la quatrième de l'équipe est 18ème avec Menezes et Senna, mais qui a eu des problèmes de connexion je crois, mais ils n'ont pas eu d'abandon et ça s'est bien passé. Ils ont pu faire également un peu une alliance stratégique avec Jack Aitken qui a pas mal ralenti la voiture Bikeles à un moment. Enfin ralenti, c'est-à-dire qu'il était sur un rythme un peu moins élevé, ce qui a permis à Louis Delétraz de reprendre de l'avance, qui a été vraiment salutaire en fin de course parce que la Bikeles revenait vraiment très très fort, mais la une costaud parce que en tête pendant une grande partie de la nuit alors qu'ils étaient partis 8e, ils ont été bien aidés encore une fois par le drapeau rouge, le premier drapeau rouge, parce que ça leur a permis de reprendre 2 minutes 30 d'un coup, donc ça c'est toujours sympathique, mais ils n'étaient pas en tête à 23h, ils étaient même plutôt un peu loin de la tête à ce moment-là. Ils étaient pas dans le. À 23h, il y avait 4 voitures qui se battaient. Il y avait donc la voiture de Verstappen, il y avait la 16, il y avait la 33, et il m'en manque une. Je sais plus c'était laquelle. Mais il y avait 4 voitures qui étaient devant. Et c'est ensuite que la rébellion a commencé à montrer sur le bout de son nez et ils ont fait vraiment une grosse nuit. Et puis dans la matinée, après, ils avaient un petit peu de marge sur les autres voitures par rapport à la Bikeles. Et vraiment, ils ont fait une très bonne course et ça a été une bonne idée de s'allier à Williams du côté de Rebellion, parce que à Williams eSport, hein, parce que c'est une structure qui s'y connaît en sim racing depuis maintenant de nombreuses années. Bikeles, parce que cette voiture-là et le fait que l'équipe n'avait qu'une voiture, a réussi à faire une sacrée course, deuxième avec la pole position. Alors on pourrait croire comme ça que ça a été facile pour eux, pas du tout. Ils ont eu une pénalité pour départ anticipé de la part de Tom Dinman. Et puis il y a eu également un problème à un moment avec Pedersen qui a eu un problème de volant. Enfin, ils ont eu pas mal de soucis pendant la course. Ils ont perdu la pénalité en début de course leur a coûté 20 secondes. Alors quand Marc Minardi disait une pénalité en début de course, ça n'a pas beaucoup de conséquences si, parce qu'on est dans une catégorie où ça se joue à la seconde près et on s'aperçoit qu'au final, les 20 secondes qu'ils ont perdues dans leur drive-through, c'est les 20 secondes qui leur manquent pour prendre la première place à la Rébellion. Donc si, ça a eu des grandes conséquences. Leur deuxième problème aussi, parce que voilà, ils étaient les plus rapides, ça c'est clair et net, des voitures de tête, mais ils n'ont pas été gâtés par la chance et ça c'est un peu dommage. Et puis la 24 avec Vergne et Gasly, parce que j'ai trouvé que Gasly avait vraiment très bien roulé. Il s'est également beaucoup investi dans cette course, j'ai l'impression. Jean-Éric Vergne, on savait qu'il était investi, c'est lui qui dirige Veloce eSport, mais Gasly a fait vraiment un très très bon travail sur cette voiture avec 2 bons sim racers aussi, mais c'était vraiment bien. Et puis Arthur Rougier,
sur la Rebellion eSport numéro 3, qui a fait une très très grosse course. Il a beaucoup roulé, Arthur Rouget, pour un jeune pilote comme ça, c'est bien. Et puis Barrichello. Pourquoi Barrichello? Parce que on a rappelé les problèmes de Alonso en début de course, mais Barrichello, il a tourné en 3,25, Coco, avec le simulateur. Et je m'attendais pas à ça, parce que quand je m'étais dit Alonso Barrichello, bon, je me suis dit Alonso a pris Barrichello parce qu'ils sont potes. Mais en fait, pas du tout, il a roulé très très fort Rubens. Et 3,25, il roulait un peu plus vite que Fernando Alonso, donc il s'est vraiment investi dans la course, Rubens. Non, mais c'est intéressant de voir qu'un pilote comme ça, doit avoir 45 ans, Barrichello, un truc comme ça. Et un peu comme Panis, Olivier Panis, ils se sont investis et ils ont pas fait de la figuration en course. Du côté des exceptions en proto, c'est Veloce et Redline, qui sont quand même des grosses structures et qui n'ont pas réussi à être performants, je trouve, et ça c'est dommage parce qu'on les attendait un peu mieux. Veloce, au final, à part la voiture de Gasly, la 16 finit loin, avec des problèmes techniques, il faut le dire également, il faut le rappeler. Et puis la Veloce Sport numéro 18 n'a même pas fini, celle de Sacha Fenestraz, et il doit m'en manquer une qui a dû disparaître. La Veloce, ils avaient 4 voitures, je crois me rappeler, Veloce, ou soit ils en avaient que 3, j'en ai compté une supplémentaire. Mais voilà, ça c'est dommage de ce côté-là, du côté de Veloce. Et puis Redline également, qui a fini très loin. Alors on revient sur la 20 qui finit 25e avec Verstappen et Norris, mais même la 38 et la 37 qui étaient avec le Jota Sport, n'ont pas roulé très vite, n'ont pas été très performantes, et je m'attendais beaucoup mieux du team Redline, parce qu'on sait que c'est un team important en sim racing, et c'était donc un peu dommage. Jable et puis Penske, ils ont voulu faire avec 4 vrais pilotes, mais on a vu les limites assez vite et ils finissent très très loin. Ils finissent 27e, surtout que c'est certes 4 pilotes, mais 4 pilotes qui ne sont pas vraiment de la génération simulateur. C'est-à-dire que Montoya, Pagenaud, Cameron et Taylor, c'est plutôt des mecs qui ont plus de 35 balais, donc c'était pas vraiment la génération simulateur, donc on sent qu'ils ont un peu souffert. Et puis la 21 avec nos amis malaisiens, alors Alex Young et son fils, le fils a hérité des gènes de son père, c'est-à-dire a souré dans tous les mauvais coups. Cette voiture-là, je l'ai rarement vue en piste, je l'ai toujours vue en dehors de la piste, et je me demande comment elle a réussi à avoir sa qualification. On va parler des GT assez vite parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo, il faut que j'accélère un petit peu. Du côté des GT, la 93 qui a été au-dessus du lot et qui a jamais été menacée quasiment, parce que déjà à 20h elle avait 20 secondes d'avance, donc c'est assez phénoménal. La 80 en top, la voiture de Romain Grosjean, de l'équipe de Romain Grosjean, qui a fait un vrai gros travail, une très grande course, qui n'a pas été aidée parce que finir 3e avec l'accident où ils se sont fait rentrer dedans par Catherine Legge, où ils perdent 1 minute 20, 1 minute 30. Pareil avec la voiture du Project One, du team Project One, qui leur rentre dedans en pleine ligne droite dans les Hunaudières. Je veux dire qu'ils ont vraiment pas été aidés. Et il y a eu un gros Mathias Bech dans cette voiture, qui normalement roule pour Rebellion et qui l'a roulé pour Romain Grosjean, qui a fait un très très gros travail, Mathias Bech, sur cette voiture numéro 80, la Corvette. Et puis la Stone 95, qui finit 3e, parce qu'on l'a quasiment pas vu de la course. Les Aston Martin, elles étaient vraiment en net retrait en termes de performance, mais elles ont évité les embûches, elles ont essayé de rouler sans prendre de risques, et au final ça a conclu avec une 3e place pour cette numéro 95, qui pourtant, une 2e place pour cette 95 avec Team Westbrook Sorensen et Bancolila. Et ils ont vraiment bien roulé. Du côté des déceptions, du côté des GT, Ferrari, qui pourtant avait pris du monde. Par exemple, ils avaient pris un pilote que moi je connaissais assez dans la voiture dans la 52, c'est Bonito, Enzo Bonito, qui était avec Leclerc et Giovinazzi que j'ai quasiment pas vu de la course. Mais vraiment, il m'a vraiment pas marqué. Mais ils avaient pris également Tony Mella pour la voiture Strong Together. Il y avait Lorito pour la Ferrari Corse 71, qui était dans tous les mauvais coups aussi. Pour la 51, ils avaient mis Caruso et Stoltz, je vais réussir à le dire, qui est également un très très bon pilote de sim racing. Donc
Ils avaient mis beaucoup d'argent et ils ont vraiment pas été récompensés. Et avec Leclerc qui en plus sur la 52 a fait vraiment n'importe quoi. Alors je sais pas ce qui s'est passé, ils ont eu des problèmes de connexion certes, mais Leclerc dans la nuit, au début de la nuit quand il a pris son relais, ça a été une catastrophe. Alors je sais pas s'il y avait déjà des problèmes de connexion à ce moment-là. Et puis également du côté de la fin de course où il a explosé la Ferrari en fin de course. Donc c'était assez triste à voir du côté de Charles Leclerc qui pourtant a beaucoup mis en avant le fait qu'il travaillait sur le sim racing avec ce confinement où il a lancé une chaîne YouTube pour ceux qui ne le sauraient pas. Charles Leclerc. Cette édition 2020, mon avis pour conclure cette vidéo très très longue de 35 minutes. Je considère que le sim racing a passé le test de la grande course, le test du vrai gros événement, et que ça, malgré le fait que j'ai dit beaucoup de choses négatives en début de vidéo, certes, mais parce que je suis intransigeant, mais au final, quand on regarde, on a vu un bel événement, on a vu une belle course, on a vu des choses qui étaient très intéressantes, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Et contrairement au cyclisme, où je vous en avais pas parlé, mais le Tour de Suisse virtuel, qui pour moi était une purge, où on comprenait rien, il y a beaucoup de problèmes encore avec le cyclisme en confinement, le cyclisme virtuel, autant le sim racing, ça a marché complètement. Et je peux vous dire que si vous trouviez, parce que certains disaient dans les commentaires que R-Factor 2 c'est moche, alors je peux vous dire que regardez vraiment les graphismes du Tour de Suisse virtuel, il y a toujours la 5e étape qui est en ligne sur la chaîne L'équipe, je peux vous dire que là vous allez voir du moche en graphisme, parce que c'était vraiment très très dégueulasse. Là, je peux vous dire que c'était plutôt fin, et que moi ça m'a pas gêné, les graphismes, très clairement, ça faisait très proche de la réalité, je trouve. On a eu des belles bagarres, on a eu une grande course. Les jeunes se sont intéressés à un événement qui est peut-être plus très jeune aujourd'hui, les 24 heures du Mans. Les anciens se sont intéressés à une nouvelle discipline de sim racing. Donc je crois que ça a réconcilié les fans de sport automobile classique avec les fans de sim racing et ça a réconcilié les fans de sim racing avec le sport automobile classique. Donc ça a vraiment été, je trouve, une très très bonne course de ce côté-là. Pour l'édition 2021, parce qu'il y aura certainement une édition fin 2021, début 2021, on ne sait pas trop en hiver, c'est ce que nous a dit un petit peu Gérard Neveu. Moi j'aimerais que tout le monde soit au même endroit, parce que ça permettrait d'éviter ces gros problèmes de connexion au maximum, qui ont été, je trouve, beaucoup trop nombreux. Ça permettrait également à tout le monde d'avoir un équipement similaire, parce qu'on a vu des grandes différences entre Catherine Legge et entre les spécialistes de sim racing qui ont les triples écrans ou les énormes écrans incurvés. Et puis surtout au même endroit, parce que voilà, ça aurait de la gueule, quoi. Par exemple, imaginez dans une salle comme Paris-Bercy, bam, 200 pilotes, les meilleurs au monde, les meilleurs sim racers avec les meilleurs pilotes, on va dire classiques. Ça aurait de la gueule quand même dans un lieu commun, un peu comme ce que fait League of Legends, comme ça, leur finale dans un endroit commun, là ça aurait quand même un petit peu de gueule, je trouve. Mais le sim racing, et je le confirme avec cet événement, est bien en avance par rapport aux autres disciplines e-sport, parce qu'on comprend tout, et que contrairement aux autres disciplines e-sport, on n'essaye pas de se créer un propre langage pour se crédibiliser, on n'a pas besoin de ça, on est déjà crédible aujourd'hui en 2020, et bien crédible, et on l'a vu, et ça ne m'étonnerait pas que certains des pilotes qu'on a vus, des sim racers, passent par la course automobile traditionnelle grâce à cette course, ils se sont mis en avant grâce à cette course, et je pense que ça va peut-être les aider à trouver certains budgets dans les années à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle était un peu longue, mais je voulais vraiment faire un débrief complet de mon avis sur la course à mon avis sur les performances. Je voulais vraiment faire un débrief complet sur cette vidéo. Donc je sais qu'elle est un petit peu longue, vous pouvez la regarder en plusieurs fois aussi. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production avec la reprise des sports mécaniques dans le réel. Cette fois-ci avec la reprise de la Formule 1, la reprise également de la MotoGP. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.